Donc, l'introduction. L'introduction au traitement d'images vidéo, hein, ce qu'on appelle OpenCV. Et il y aura des questions, une session de questions-réponses après. Donc, on parle de quoi? Donc, le traitement d'images. Donc, il va vous permettre, en fait, d'apprendre à accentuer et à améliorer la qualité, en fait, de certaines images et vidéos pour pouvoir les utiliser en développement visuel. Donc, on va passer des opérations de base en imagerie et aussi tout ce qui est mathématiques, opérations logiques, le traitement et l'amélioration des images. Donc, détection de, par exemple, la segmentation d'images, la détection de certaines caractéristiques d'images précises, l'extraction de données à partir d'images de base. Donc, il y a beaucoup encore et je me permets à Tim de nous présenter le leader de l'atelier Pravish, qui est aussi un étudiant à Mila en doctorat et aussi un cofondateur du Lunch Lab AI. Ça fait des années qu'il est avec nous. Il travaille aussi à l'Université de Montréal en Brain Inspired AI, hein, en machine learning pour la neuroimagerie. Et avant, il travaillait pour une start-up tech à New York qui s'appelle Hammerhead et qui développait des logiciels pour les ordinateurs, pour les vélos, en fait. Merci, Pravesh. Donc, merci, Tim. Je vais juste partager mon écran avec vous. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'on appelle Computer Vision. Ce sera très, très bref. On va balayer, en passer à travers très rapidement Computer Vision et ensuite on va passer à OpenCV. Juste nous permettre de comprendre les concepts de base. Donc, juste pour un petit avertissement, en sciences informatiques, le Computer Vision est un sujet énorme. Et comme c'est tellement lourd de contenu, il est souvent divisé en 2 cours, en fait, universitaires. Donc, on va nous tenter de juste voir ce qui est peut-être le plus important pour nos projets et juste voir les notions de base pour qu'on puisse commencer à l'intégrer à nos projets. Ouvrir la porte à l'apprentissage, en fait. We're just going to very briefly touch upon these ideas about what is computer vision and Donc, qu'est-ce que computer vision, hein? Ce qu'on appelle le CV, les défis, ce qu'on appelle aussi le CV pipeline, les espaces couleurs, les opérations qu'on fait sur les images et la transformation d'images. Donc, la vision. C'est quoi en fait, Computer Vision? Donc, Aristote nous disait, la vision, c'est en fait la capacité de connaître ce qui est et où en regardant. Donc, ce qu'on appelle Computer Vision, c'est en fait, si on se base sur des données visuelles qu'on nous donne, en fait, que constitue une image, que constitue un stimuli visuel, où sont situées ces parties composantes d'une image et comment y trouver un sens, en fait. Et c'est comme ça qu'on comprend en fait les données qu'on reçoit quand on voit une image. Donc, quand on parle plus précisément de Computer Vision, donc la vision informatique, si on veut une petite traduction libre, c'est un domaine d'étude qui se concentre sur qui se concentre en fait sur
la capacité à l'ordinateur de voir et de comprendre des images, donc qui vient à travers le développement de plusieurs algorithmes. Si on se base sur la perspective d'un ordinateur, l'information visuelle, par exemple, d'une vidéo, c'est une séquence d'images. Et nous, on va se baser vraiment plus sur la notion, en fait, des images. Donc, quelques exemples où on utilise le computer vision. Donc, ce qu'on appelle l'OCR, en fait. La reconnaissance faciale, la reconnaissance optique, l'identification biométrique, la reconnaissance d'objets, tout ce qui est imagerie médicale. Évidemment, on utilise souvent sur nos téléphones, les ordinateurs. Par exemple, pour détecter si on regarde dans une usine avec tout ce qui ne fonctionne pas, les défauts de machinerie. Évidemment, en médecine, les médecins utilisent, en fait, c'est les médecins qui, en premier lieu, analysent tout ce qui est scan et imagerie, mais de plus en plus, les ordinateurs se joignent à l'opération. Donc, les défis de ce qu'on appelle la CV. Pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est qu'il y a plusieurs éléments, en fait, qui font que c'est difficile, mais la raison primaire, ce serait, en fait, la différence sémantique, en fait. Donc, si on regarde un chat ici, nous, on voit ici, OK, nous, on regarde ce chat, on voit, il y a les oreilles, il y a les yeux. On nous a introduit au concept d'un chat. Qu'est-ce qu'un chat? Quand on était enfant, on les a vus dans notre quartier, dans notre maison, ailleurs. Et donc, de façon continue, notre notion se développe et s'est développée de ce qu'est un chat, ce que représente un chat, et dû à notre expérience et aux éléments visuels, on sait reconnaître un chat. Donc, et même si ce n'était pas un chat, c'était un autre animal qu'on ne connaissait pas, on arriverait à dire « Oh, c'est un animal qui ressemble à un chat », on sait déjà que c'est un animal. Grâce à nos expériences passées et notre capacité à détecter certains traits par rapport à ses moustaches, on voit que les yeux sont vraiment de style félin. Il y a du poil, il y a un pelage. Donc, c'est des idées sémantiques, des idées qui ont un sens, en fait. Et nous, en tant qu'humains, on est en mesure de faire ces inférences. Mais les ordinateurs n'ont pas cette capacité par défaut. Donc, qu'on appelle le gap sémantique, l'espace sémantique. C'est comme s'il y avait un trou entre les deux, un grand espace. Donc, par exemple, nous, on regarde des éléments tels les yeux, le nez, les oreilles, il y a un corps, il y a d'autres caractéristiques. Ici, on voit, par exemple, dans cette image, on arrive à voir, on arrive à dire, OK, dans cette image, ce qui est important, c'est cet élément, l'environnement ici est important, plus ou moins. On arrive à détecter ce qui est important ou pas dans l'image. Par contre, un ordinateur, lui, va plutôt se référer se référer aux nombres, aux chiffres, aux données qu'on lui donne, par exemple. Par exemple, on pourrait donner à l'ordinateur une photo de la plus grande beauté, une beauté exquise, exceptionnelle, mais pour un ordinateur, ça demeure une matrice avec des chiffres. Donc, avec les technologies modernes, on pourrait, oui, en effet, offrir des images ou de la visualisation de données en 3D. Mais la plupart du temps, l'image est plutôt en 2 dimensions.
qui est divisé en deux éléments, soit les pixels et la différence de ton, en fait. Donc, pour un ordinateur, ce ne sont que des pixels qui ont différentes valeurs. Donc, pour les humains ou par exemple pour les animaux, certains animaux, c'est beaucoup plus que une plaque matrice avec des chiffres. C'est beaucoup plus que ça, il y a plus d'éléments qui ressortent. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la disparité entre les éléments sémantiques. D'autres éléments qui sont plus difficiles pour que l'ordinateur, plus difficiles à détecter pour l'ordinateur, c'est ce qu'on appelle ici, donc on a le point de vue et la déformation. Donc, on remarque différentes, par exemple, différentes images ressemblent à des éléments différents, parfois quand on change l'angle depuis lequel on voit, hein, et dépendamment si on a différents aspects où on arrive à moins bien voir et tout ça, l'image nous semblera différente. Donc, de nos jours, on a des ordinateurs qui nous démontrent leur capacité grandissante à identifier des images et ça peut même être débilitant pour l'humain à certains moments, vu la qualité et la précision qu'ils arrivent à offrir de plus en plus. Donc, on se dit, OK, il y a le défi de l'illumination que je vous montre ici, et il y a le défi, donc ça dépend de la luminosité. Les objets changent en apparence. Le point de vue à partir duquel on le regarde change aussi l'image qu'on pourrait voir. Ce qu'on appelle la déformation. Donc, par exemple, on s'attend à voir une image, un objet qui ressemble à quelque chose de précis, mais on sait très bien que la forme change constamment. Par exemple, ce chat ici, là où il est écrit déformation, c'est plus difficile à détecter que c'est un chat vu la position dans laquelle il se retrouve. C'est pas une position très commune pour un chat. Dépendamment des données que possède l'ordinateur, ce ne sera pas typiquement identifié comme étant un chat. Dans la photo, par exemple, du chat qui cherche peut-être la télécommande sous le coussin du sofa. Il y a d'autres objets, donc ça pourrait rendre plus difficile. Plus difficile l'identification du chat. Donc, on voit vraiment un chat, on voit juste la queue. Donc, après, on passe à clutter. Donc, ça voudrait dire, par exemple, que l'environnement, le background et l'objet principal, qui est le chat, ont presque les mêmes couleurs, les mêmes teintes. Donc, c'est déjà difficile pour nous, les humains, de percevoir, de différencier les objets, donc pour les ordinateurs d'autant plus. Et la dernière catégorie, la interclass variation, la variation intra-classe, si on veut différencier les différentes races de chats au style esthétique, même au niveau du pelage, ou les traits distincts, ce ne sera pas aussi facile à faire, en fait, il y a tellement un grand nombre d'espèces de chats. Donc, c'est ce qui peut être un peu plus difficile à identifier. Donc, passons plutôt au côté programmation maintenant. Donc, on voyait justement 2 dimensions ici pour représenter une image. Donc, comment on représente les images? Donc, qu'est-ce que ça représente vraiment? Qu'est-ce que capte l'ordinateur? Donc, on a les espaces de couleurs, color spaces. Par exemple, on pourrait voir des images en noir et blanc, en différentes tonalités en différents tons de gris, ou le format, la matrice rouge, verte, bleue. Par exemple, ici, avec la matrice, donc on a 2 valeurs pour détecter le noir et le blanc. Quand on passe aux différents tons de gris dans cette matrice, ce serait plutôt représenté par... donc, on a le blanc, le noir, et entre ça, les différents tons de gris. Donc, 0 blanc ou noir, dépendamment
des notions qu'on utilise. Donc, si on disait que 0 était noir, et donc pour utiliser l'intensité qui représente, pour imager la différence d'intensité, en fait. Donc, 0, ce serait noir. 255 serait blanc. Donc, il y a 256 valeurs qu'on peut représenter entre 0 et 255. Donc, de 1 à 254, ce serait différents tons de gris comme on voit ici dans le carré. Donc, ici, on voit une image satellite. Donc, ici, ce qu'on appelle une section, hein, un patch, qui est comme un amalgame de pixels. Et donc, chaque pixel a sa valeur se trouvant entre 0 et 255. Est-ce que 255 est un nombre magique? Non. Le concept sous-tend simplement qu'on doit représenter des images à travers un ordinateur. On va utiliser des notions de notation binaire. Donc, si c'est la puissance 2, c'est plus facile pour nous d'encoder, de programmer le tout. Et on utilise un maximum de bits dans une situation comme ça. C'est RGB, c'est le rouge, vert, bleu. C'est le format le plus populaire, en fait. Je n'ai pas besoin de m'y attarder longuement. On se rappelle dans nos cours d'art, même à partir de la maternelle. On voit aussi sur les boîtes de peinture, on voit la roue de couleur, en fait, qui est rouge, vert et bleu. Et on peut représenter à peu près toutes les couleurs en combinant ces trois couleurs, rouge, vert et bleu. Donc, ce qu'on voit ici sur la matrice noir et blanc, et donc l'intensité du rouge, vert et bleu pour chaque case crée en fait une image colorée. Donc pour 255, on a besoin de 8 bits pour chaque pixel. Donc dans ce cas-ci, ce serait une expansion de 3. Which might be useful in certain applications, but let's just stick to RGB for now, okay? Donc, ce qu'on appelle le pipeline CV, on donne une image. On utilise le machine learning ou non. Donc, c'est très simple. En fait, la représentation d'image, le concept est assez simple, mais l'appliquer est plus difficile. Donc, on a une image de base. On doit en faire un pré-traitement, une transformation géométrique, par exemple, flouter une partie de l'image. Parce qu'il se peut que ce qu'on veut détecter dans l'image, c'est peut-être juste un élément, un petit élément, et ça se peut qu'il y ait d'autres objets et caractéristiques dans l'image qui ne font pas partie de ce sur quoi on veut que l'ordinateur se concentre. Donc, on doit faire ce pré-processus qu'on appelle ce pré-traitement d'image. Comme on utilise les filtres sur les caméras et tout ça. Donc, cette transformation, en fait, d'image redéfinissent vraiment, en fait, la pureté de la base d'image. Hein? Donc, par exemple, si on veut accentuer certains éléments de l'image, on va utiliser cette étape-ci qu'on va le faire. Par la suite, on va demander l'extraction, en fait, de certaines caractéristiques sur lesquelles on veut que l'ordinateur se concentre.
Ici, on voit qu'il y a un focus sur les roues, par exemple l'arrière, la moto. Donc, on peut voir il y a 2 roues, donc ça veut dire que ça doit être une motocyclette, c'est pas un vélo, parce qu'il y a il y a une mécanique et une esthétique différente. Donc, c'est ce qu'on veut que l'ordinateur soit capable de voir, de détecter, et ensuite combiner le tout pour classifier l'image dans la bonne catégorie. Et soit en mesure de prédire, est-ce une auto, est-ce une motocyclette, est-ce un chien? Donc, quelques idées de base qu'on utilise en programmation pour bien comprendre la phase de pré-traitement. On va y toucher un peu aujourd'hui pour l'extraction de caractéristiques et on le fera plus en détail la semaine prochaine. Avant de passer à la prochaine partie, je vais juste voir s'il y a des petites questions dans le chat. Vous pouvez cliquer sur le lien que je viens de partager. Je sais que c'est samedi soir. Je ne sais pas si ça vous dit de passer votre samedi soir à toucher à ces programmations, mais je vous le partage ici. Okay. 3 Musketeers. Okay. Okay, there's just one question. So Simon has a question. Pardon, Simon a une question. Est-ce qu'il nous faut absolument utiliser CNN quand on parle de computer vision? Donc, c'est un réseau deep, donc deep network. On va en parler un peu plus la semaine prochaine. C'est pas essentiel, mais de plus en plus, à cause de cette espèce d'espace sémantique, CNN peut nous aider, peut nous assister en fait comme modèle en fait sur lequel s'appuyer si on a vraiment un ensemble de données très large pour nous aider dans les tâches de base de computer vision. Et c'est pas nécessaire, mais de nos jours, dans la plupart des cas, si on veut vraiment avoir de bons résultats, il faudrait peut-être utiliser CNN. Sinon, il faudra découvrir des algorithmes qui ne seront pas CNN, qui pourraient même peut-être performer encore mieux. Donc, OpenCV, c'est une bibliothèque qu'on utilisait traditionnellement pour traiter et tout ce qui est Open Vision. C'est une bibliothèque avec différentes fonctions qui, à la base, était programmée pour des systèmes informatiques en temps réel. Par exemple, on utilise la caméra du téléphone, puis en temps réel, il détecte votre visage, votre sourire. Il ne capte pas l'image et ensuite il le détecte. Ça se fait en temps réel. Donc, à la base, c'était programmé pour le détecter en temps réel, mais Garage, and then now there's a couple of developers who are taking care of it in the community. Donc, il n'y a pas que OpenCV qui peut être utilisé pour tout ce qui est Computer Vision. Alors, on a Scikit-Image qu'on peut utiliser aussi. Il y en a un autre qui est écrit, qui s'appelle PIL, qui est utilisé de façon assez récurrente. Donc, c'est plutôt la syntaxe et comment c'est structuré qui va changer, mais la base demeure la même pour toutes. On va utiliser OpenCV ici, mais Scikit-Image est aussi un outil utile. Voici comment installer OpenCV dans Python. Et utilisé majoritairement dans le langage C, mais nous, on va utiliser Python. C'est simple
est utile useful for pour la many plupart machine learning des activités de machine pipelines. learning. So OpenCV Python is already Donc, il est déjà installed on the installé Google ici Colab sur environment. l'environnement Google Colab. And scikit image Donc, real time. j'ai une question Yeah, ici. I think Est-ce qu'on peut analyser en temps réel tout ce qui est scikit image? Oui, on peut l'utiliser pour l'analyse d'images en temps réel. The only bottleneck in terms of real time implementations is how fast it is, because Donc, ça tout dépend de la rapidité, en fait, when you use like for real time, like à laquelle for le traitement peut être fait. robots, Donc, par exemple, si on visual l'utilise pour character des or something, robots ou pour de because l'imagerie, it keeps moving c'est and things les keep éléments changing fast, you want the changent algorithms constamment to et run rapidement. really Donc, on veut fast que so that it l'algorithme makes sense soit when très you detect efficace et soit en mesure something. Otherwise, it's gonna change détecter quite les fast. changements parce que sinon, par So le it's temps que l'image change, par le temps que la machine because s'en rende compte, OpenCV l'image aura is déjà changé plusieurs fois. and the underlying library is implemented in C. Donc, It's ici, avec really fast. OpenCV, on prend des bibliothèques qui sont Scikit-learn also implémentées has avec la base some, C, qui est très a good number rapide. of, methods which are implemented in C with a Python wrapper Donc, on it. So some d'autres of peuvent them être are utilisés fast, avec but, un maybe Python I wrapper haven't qui sont really assez seen rapides, mais benchmarks of, je ne sais pas if si it's on c'est par with OpenCV, but it's aussi something performant que that you can OpenCV, try mais to vous use. pourriez l'essayer en effet. Donc ici, on va We're gonna do faire some quelques imports importations. here. I'm not going to talk about this imports. J'ai pas vraiment le temps I think d'en I'm parler coming. parce qu'on manque de temps, So mais the main thing we will on do regardera is ensemble. actually this should be this shouldn't be here. So import Donc, CV2. L'importation CV2, c'est la version ouverte CV2. Donc, on va faire CV2 point ce qu'on veut, ce qu'on choisit. Et j'utilise des widgets juste pour vous faire la démonstration et vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Donc, on va imprimer la version ici, ouverte. Il y a peut-être une version un peu plus récente, mais voici ce qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est la version Python qu'on voit ici. Donc, on va faire un clone ici de la bibliothèque, juste pour télécharger des échantillons d'images sur lesquels on va travailler. On peut utiliser ces bibliothèques sur OpenCV, ils sont très, très utiles. Donc, lorsqu'on fait le clone Git ici, vous allez avoir un dossier d'images d'échantillons. Cliquez à droite ici. On a plein d'images ici, d'échantillons. Des images sur lesquelles on va travailler ont différents formats, comme vous voyez. Donc, quand on met la fonction getCWD, c'est juste pour rassembler toutes les images dans notre bibliothèque. Et on voit qu'on a des formats JPEG, PNG, GIF et compagnie. Donc, dans un premier temps, les opérations I/O, comment lire l'image, comment les partager et comment on traite les images. Donc, les images sont aussi en 2D, vous savez, les images binaires. Tout ce qui est le ton de gris, entre 0 et 255. Et ensuite, la couleur réelle, c'est rouge, vert et bleu. On a des images en 3D avec une variété de pixels avec des valeurs allant de 0 à 255. Et donc, on a les deux lignes, en fait, comme en 2D, mais on a un troisième canal, en fait, en 3D ici. Et donc, c'est un canal rouge, vert ou bleu, et qui est très important quand on travaille avec le traitement d'image. Et c'est comme un sandwich, en fait. Chaque image
like a two-dimensional array to be a piece Par exemple, on prend une tranche de pain qui serait comme une matrice 2D. Donc, rouge, vert, bleu, ce serait 3 morceaux de rouge empilés les uns par-dessus les autres. Ce serait ça. Donc, CV2 avec IAMRead, vous voyez ici, je vais vous donner la base. Je ne vais pas passer trop de temps à vous l'expliquer. Donc, ImageRead, donc la lecture de l'image, c'est la fonction de base. Donc, quand on utilise OpenCV, ça ressemble à ce qu'on utilise comme en C language, donc ça va être l'expérience. Ce sera peut-être plus familier. Ceux qui n'ont jamais vu ou jamais touché à ce genre d'enseignement et d'information, c'est juste de retenir la base du code et de la fonction. Et vous pouvez chercher aussi dans Google. Vous allez trouver la fonction en fait qui va avec le code. Donc, on nous demande de donner un échantillon d'images de 3 différents éléments qui provient des bibliothèques d'images qu'on a téléchargées. Important, on doit dire à OpenCV quel genre d'image c'est. Il faut lui dire parce qu'une image en couleur a quand même des tons de gris. Et par exemple, une image en noir et blanc peut se retrouver à être que en noir et blanc et pas d'avoir de ton de gris. Donc, c'est important de préciser, en fait. Donc, ici, on dénomme l'image. À droite, c'est ce qu'on appelle le flag. C'est un paramètre de plus qu'on ajoute à la fonction pour informer OpenCV que l'image a une autre fonction à suivre et une caractéristique en plus. Donc, on veut qu'elle lise l'image telle qu'elle est. Si c'est une image couleur, gardez la couleur. Si c'est gris, l'utilisez comme gris. Donc, on veut que la valeur brute soit utilisée. Est-ce que vous voyez ici qu'on a utilisé BGR plutôt que RGB? Donc, dans OpenCV, il n'utilise pas toujours le format RGB, mais plus le format BGA pour représenter les images. C'est la même chose, mais inversée. C'est comme dans certaines langues, on écrit de gauche à droite, d'autres de droite à gauche. C'est juste une convention. C'est un format qui a été légué par les premiers fondateurs, créateurs de OpenCV. Donc, c'est rien de spécial, c'est juste une façon de faire. Mais on doit y faire attention et qu'on doit les interpréter comme étant BGR et non RGB lorsqu'on fera le traitement des données. Donc, on a entré les images ici. Donc, on fait print aussi pour le type de l'image, la forme, la taille. Donc, la forme, c'est juste la structure. Et on va les imprimer. Donc, print une après les autres. Une après l'autre, pardon. Donc, on voit l'image RGB ici. Donc, l'image en zone grise et l'image binaire. Au lieu de noir et blanc, ça représente plutôt le violet et le jaune. C'est un format... c'est une fonction qu'on a utilisée, mais on peut aussi le sauter. Donc ici, on a des arrays différents qui sont un peu plus vite dans Python, qui s'appelle NumPy. Donc la forme et la taille. Donc on voit les données ici entre parenthèses. Donc on voit la largeur de 960 et la hauteur de 625. Et 3 représente la troisième dimension, qui est l'empilement de l'image rouge, verte, B, superposée pour créer la richesse des couleurs.
Ici, les images avec les tons de gris, un peu plus de 500 de chaque côté, et l'image binaire, environ 500 et 600. 600 et quelques, 400 et quelques. On lit l'image avec un certain flag et on a comme résultante ces différentes variances. Donc, si c'est binaire ou gris, on sait que c'est des images à 2 dimensions. Donc ici, on a un échantillon d'images qui nous est démontré dans le format RGB. Donc, si on inverse le RGB BGR, on se retrouve avec cette image, l'opération d'inversion. Juste pour vous montrer qu'on doit faire attention lorsqu'on interprète les images RGB. Donc, on voit la différence entre RGB et BGR. Donc, le IMShow ici, la fonction, c'est pour nous partager, démontrer l'image qui vient de la bibliothèque, pardon. Et ici, on voit vraiment qu'on a fait la fonction, on transforme les couleurs de BGR à RGB. Donc, OpenCV utilise BGR. Donc, comme je vous disais, on doit juste faire une petite conversion avant de l'imprimer pour avoir le résultat souhaité. Donc, les couleurs sont OK dans un premier temps, et dans le deuxième, on n'a pas fait cette conversion, pardon, et on se retrouve avec une image bleutée. Donc, passons rapidement à quelques opérations de base. Donc, comparons maintenant les images qu'on voit et comprenons les opérations qu'on a faites. Et si ça vous intéresse, vous pourrez lire plus en profondeur tout ce qui est théorie. Mais pratiquons plutôt maintenant, rapidement. Donc, on va transformer l'image colorée du bol de fruits en une image en noir et blanc. Donc, on a le même code que tout à l'heure qu'on a fait pour la conversion. Donc, on garde tout ce qui est caractéristique, mais on change simplement une zone de ton de gris. Et on voit que les couleurs ne sont pas aussi importantes que le contraste. Donc, on voit que la conversion a été faite de BGR au gris. L'opération de base, donc Basic Thresholding, c'est une étape première. Si ça ne vous dit rien, on l'applique. On l'applique simplement une fois qu'on sait que c'est les valeurs des tons de gris en 2 dimensions. Ce qu'on fait avec la fonction thresholding, c'est on lui dit, OK, maximum 7 données. Tout ce qui dépasse certaines données sera un 1, ce qui est moins que cette donnée sera 0. Donc, on se retrouve au noir et blanc, qu'on expliquait tout à l'heure. On peut travailler avec cette base-là. Donc, ce sera l'image en ton de gris qu'on considère de 127 minimum et la donnée maximale 255. Et donc, on veut une limite binaire. Donc, tout ce qui est au-delà de 127 sera... Au-delà de 255 sera 1. Au-deçà de 127 sera 0. Donc, on voit que le premier threshold, la première limite qu'on a définie, on garde quand même une certaine forme, une distinction. Dans la deuxième, pas de temps. Donc, il faut ajuster la valeur ici, 127. Mais dans le deuxième temps, on n'a qu'à utiliser l'algorithme qui va se charger du reste, ce qu'on appelle Adapted Threshold Gaussian. On n'en parlera pas en détail aujourd'hui, juste pour vous donner une petite idée de
la transformation And d'image. then there's one more algorithm Et called un dernier the algorithme qui est le algorithm, OTSU, which is une autre another façon way de of thresholding. créer le thresholding, donc les limites. You Donc can on see voit que here c'est it's un peu more plus smooth. doux ici. Yeah, it's time, of course. So I'm just gonna wrap Donc je vais up in terminer dans just 2 2 minutes, minutes by juste going en over concluant like the main avec ideas les that idées I have. principales que je voulais But I am partager. happy to continue. Ça me fera plaisir de continuer la semaine prochaine. So these are the different color spaces Donc, which we on use utilise ces in différents color transformation, espaces the CVT et color ces method. méthodes de And you coloration. can Donc, on see, voit ici le format de X-ray, rayon X-ray, X un peu. all that. And then there's this Et on a resize aussi operation on peut where reformater sometimes l'image. On you peut need to resize your la image, tailler and différemment, convert them to different sizes. Sometimes you need to standardize your plus images petite, plus and grande ou convert la même all of them grandeur. to same sizes. Use the method On utilise la méthode CV, resize, CV2 specifying ici, the width and the height. CV2 And Resize. in doing so, you need to Donc, si on fait maybe ça, lose il some se peut qu'on information when you perde shrink them. certaines You might valeurs et really données, need more information when you caractéristiques expand them, aussi. so Donc, we use some on peut utiliser scheme called interpolation to l'interpolation really pour fill in the remplir les blanks blancs ou or like adoucir really smoothen them out. les angles ou So that there are like these are réajuster some, l'image, en fait. these are flags to really specify Donc, ce sera what des the flags qu'on appelle pour interpretation. spécifier l'interprétation de l'image. Okay? And then like flipping and these you can Vous play pouvez with jouer this, avec you ça, can run this amusez-vous en cell, fait. and you can play with this and see, Faire la like rotation flipping des and images rotating et images, you can, like, lui donner un nouvel fix an angle angle et voir and ce que ça it's like- donne. and you can see the angle is rotated. So these are some like transforms. Vous pouvez vous amuser avec ces images, vous pouvez en fait les You can couper crop the aussi. image by selecting the specific range for cropping. You can see the image. Donc, vous pouvez, oui, tailler ces images avec les différentes fonctions aussi. Vous pouvez faire des opérations arithmétiques pour changer les images, diviser, ajouter des pixels, diviser, des opérations logiques que vous pouvez faire et traiter les images ainsi pour suivre la fonction que vous lui donnez. Et donc, vous pouvez convertir l'image de positive à négative. Donc, on aura un histogramme, par exemple, de différentes valeurs qu'on verra et on peut y appliquer différentes transformations pour changer la distribution des valeurs dans le graphique, en fait. Dans un premier temps, on voit qu'il y a des pixels à travers cette variabilité, en fait, là où il y a les lignes bleues. Mais si on applique une fonction de plus de transformation, on voit que la majorité des pixels sont le plus près de 255. Donc, ça pourrait vous aider peut-être dans le traitement de certaines fonctions informatiques. Donc, on verra en plus en détail la semaine prochaine. C'est juste pour vous donner une idée de comment utiliser ces fonctions de transformation et de filtre. Je crois que vous êtes peut-être fatigué, puis c'est le temps de s'arrêter. On continuera la semaine prochaine. Donc, j'espère que les idées de base vous aideront quand même. Donc, je voulais juste vous donner genre les bases pour les angles, les différentes lignes et les formes. Peut-être que la semaine prochaine, on pourra continuer. Super, merci beaucoup, Pravesh.